Grand angle environnemental. Merci de nous faire confiance, vous tous qui êtes attachés à la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Nous sommes très heureux de vous rencontrer dans notre émission Grand angle environnemental. Comme promis, nous avions dit, nous parlerons de la question des trafics internationaux des espèces, de la faune, pourquoi pas des flores, mais bien sûr, la base est autour de ces trafics illicites surtout. Que pense la loi, que pensent les juristes, que pensent les experts ou surtout les praticiens de la loi. Nous recevons pour vous Maître Joe Kasongo, qui est spécialiste en matière de lutte contre la criminalité faunique, surtout les commerces internationaux des espèces. Avec lui, nous allons aborder cette question. Tout à s'assurera quand même avoir des lumières autour de la loi congolaise et pourquoi pas des conventions internationales pour que nous puissions savoir quoi faire et comment améliorer ce qui ne marche pas encore et comment même soutenir les efforts déjà entrepris dans ce terrain. Maître Joe, salut, bienvenue dans notre émission Grand angle environnemental. Merci, bonjour Monsieur Serge. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Trafic international des espèces, c'est une matière qui devient de plus en plus sur la table de tous les Congolais. Mais c'est une matière que vous abordez, où vous travaillez régulièrement et puis vous avez beaucoup plus d'expérience. On veut en savoir plus. Ok, le trafic international des espèces protégées, comme vous l'avez dit, c'est aujourd'hui devenu une question très épineuse. Un phénomène, un crime organisé qui aujourd'hui se trouve dans toutes les langues, des acteurs aussi bien de la conservation que des bailleurs de fonds, puisque ce trafic non seulement a des causes diverses, mais a aussi des conséquences dans beaucoup de domaines de la vie. Les causes qui sous-tendent aujourd'hui le trafic, c'est beaucoup plus les bénéfices que ce trafic peut procurer, à cause du faible risque que cela entraîne. Faible risque. Faible risque. Pourquoi faible risque? Puisque les gens qui se lancent à cette activité ne sont pas souvent inquiétés. Ah bon? Et s'ils le sont, ils s'en sortent avec des peines qui ne correspondent pas à la gravité des faits qu'ils ont perpétrés. Et c'est pour on dit que ces faibles risques-là encouragent que ces phénomènes continuent à prendre encore de l'ampleur, beaucoup plus que celui qu'il a aujourd'hui. Les bénéfices, nous le savons tous. Aujourd'hui, lorsque vous lisez les rapports qui ont été produits par les Nations Unies, on vous dit qu'aujourd'hui le trafic est le 4e commerce illicite le plus rentable dans le monde, avec des bénéfices qui peuvent aller au-delà de 20 milliards de dollars par année. Alors c'est le bénéfice-là. 20 milliards par an. 20 milliards par année. C'est ces bénéfices-là et aussi le faible risque, comme j'ai dit tout à l'heure, qui constitue le moteur de la prolifération ou de la recrudescence du trafic illicite aujourd'hui dans le monde. Et ces impacts, nul n'ignore aujourd'hui, ces impacts sont de divers ordres. Il y a des impacts d'abord sur la biodiversité. Aujourd'hui, les trafics illicites des espèces, à côté du braconnage, constituent l'une des causes principales de l'extinction des espèces de la faune sauvage. Bien évidemment, il y a la perte de l'habitat, qui est la première cause. Mais la criminalité faunique dans son ensemble, où nous avons le braconnage professionnel et le trafic qui lui est associé, constitue la deuxième cause de l'extinction des espèces phares même animales de l'Afrique. Alors, une petite précision, maître. Quand vous parlez de braconnage professionnel, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce qu'il faudrait circonscrire le terme braconnage. Le braconnage, c'est tout acte de chasse illégale. Le braconnage est superposé à des niveaux. Un chasseur d'une communauté locale environnant par exemple le parc de Virunga peut aussi être considéré comme un braconnier dès lors qu'il pratique une activité de chasse sans permis de chasse. On est braconnier. Lorsque, même détenteur d'un permis de chasse, vous pratiquez une activité de chasse en dehors des périodes de chasse, vous êtes braconnier. Même en dehors des périodes de chasse. Mais vous avez le permis. Vous avez un permis. Vous exploitez. Vous pratiquez une activité de chasse en dehors de la période et de l'ère de chasse. Parce que tout permis de chasse dispose ou prévoit l'aire, les territoires où les détenteurs du permis peuvent faire la chasse. Lorsque vous êtes en dehors de votre aire de chasse, en dehors de la période de chasse, vous êtes considéré comme un braconnier. C'est pourquoi je disais que le braconnage professionnel est différent du braconnage domestique.
Les braconnages domestiques, vous entrez dans la forêt sans permis de chasse, vous tuez une espèce protégée, vous êtes braconnier. Mais les braconnages professionnels, c'est celui-là maintenant qui alimente le trafic. C'est celui où les gens, les trafiquants mettent de l'argent, engagent des chasseurs professionnels, entrer dans une forêt, abattre 500 000 espèces de faune, extraire les spécimens dont ils ont besoin et aller vendre. C'est ça qu'on appelle le braconnage commercial et c'est cela qui constitue la principale menace pour les espèces de faune. Alors pendant que nous parlons déjà, pas plus longtemps que quelques jours passés, on venait de saisir autour de près de 2500 tonnes d'ivoire des éléphants, qui équivaut à presque 150 éléphants tués en République du Congo. Ça veut dire quand même que cette pratique a de l'ampleur dans ces pays. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Ces faibles risques-là, c'est aussi la porosité de nos frontières qui constitue aussi cela, qui cause aussi cela. Puisque aujourd'hui, vous venez de dire, on a saisi 2000 kilos et tout ça, machin, qui doivent voyager. Et vous allez vous rendre compte que généralement, les grandes saisies d'espèces sauvages qui sont signalées souvent à l'extérieur du pays. C'est la première fois que cette quantité soit saisie ici en RDC avant que la quantité ne soit expédiée à l'extérieur. Vous allez entendre, on a saisi 4 tonnes d'ivoire en Malaisie, 8 tonnes d'ivoire à Singapour, au Vietnam, en Chine. Et lorsqu'on suit la chaîne, vous allez voir que ces colis ou ces spécimens ont été emportés ici à Kinshasa ou ici à Matadi. Alors, c'est aussi cette fragilité de nos services de contrôle, de nos services affectés aux frontières, qui constitue aussi cette recrudescence du trafic illicite. Raison pour laquelle AWF, considérant cela, a mis en place, vient de lancer un projet qui constitue, le projet d'ailleurs de lui-même est intitulé « Lutte contre le trafic international des espèces de faune sauvage », qui prend en compte des frontières principales internationales qui ont été jusque-là épinglées dans différents rapports. Il y a le port de Matadi et l'aéroport international d'Ndjili, où nous allons implémenter un projet de 2 ans avec tous les services de contrôle habilités à fonctionner dans les aéroports, la DGDA, l'OCC, la DGM. Pour l'aéroport, nous avons la RVA et pour le port de Matadi, nous avons la SCTP. Nous allons faire un projet de renforcement des capacités avec ces structures pour qu'ensemble nous luttions effectivement contre ces trafics et voir comment réduire ce trafic au travers ces points, ces sites que nous avons identifiés dans le projet. Alors, que faites-vous déjà comme des actions concrètes sur terrain pour lutter contre le trafic international des espèces? Voilà. Nous sommes partis d'abord d'une analyse. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que l'application de la loi était le moteur ou la pièce maîtresse pour lutter effectivement contre toutes les formes de la criminalité, pas seulement les trafics. Alors, nous avons identifié certains obstacles qui constituent un blocage pour une bonne application de la loi. Il y a notamment l'ignorance des agents des services qui sont censés appliquer ces lois. L'ignorance du cadre législatif. Il y a, par exemple, la faible formation des OPJ. Il y a la faible vulgarisation des textes qui prônent la conservation ou la gestion durable de la faune. Et nous, AWF, nous avons fait nôtre ces obstacles et nous avons apporté des solutions ponctuelles. Par exemple, pour le cadre de l'ignorance ou de l'ignorance des agences ou des services qui travaillent dans l'application de la loi, nous avons lancé un projet qui est encore en cours, un projet de lutte contre les trafics des espèces au travers le renforcement des capacités des agences qui travaillent dans l'application de la loi. Et nous avons énuméré ces agences, nous les avons catégorisées et nous avons organisé au bénéfice de ces agences des formations. Et ce projet a été exécuté à Kinshasa, à Kisangani, à Bunia et à Buta. Nous avons fait un renforcement des capacités des magistrats, des juges, des agences de contrôle, pas dans les frontières cette fois-là, mais qui travaillent dans les frontières, mais nous avons pris en dehors des frontières, la DGDA, l'OCC, la police, la RVA. Nous avons renforcé la capacité en cadre législatif
en infraction sur la faune, le régime répressif sur la faune. Et nous sommes allés plus loin. Les OPJ de la police, Kinshasa, Kisangani, Bunia, nous avons renforcé leur capacité. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire tout le travail que devait faire l'État congolais, mais nous voulons attaquer. Apporter quand même une contribution par rapport à. Dans la mesure du possible, dans la mesure des ressources que nous avons reçues de notre bailleur, nous avons organisé cela. Et à côté de cela, nous avons produit des documents. AWF a produit aujourd'hui une panoplie de documents sur les cadres législatifs, sur la loi. Nous avons un manuel sur la législation congolaise sur la faune et la biodiversité. Voilà. Nous avons aujourd'hui un manuel sur les techniques de rédaction et des conditions de validité des procès-verbaux. C'est un document que nous servons pour former les OPJ. Maître, on y va un peu calmement pour que nous puissions faire comprendre nos téléspectateurs, nos auditeurs qui suivent l'émission. Parce qu'on comprend bien, la loi existe. Ouais. Donc, ce n'est pas que nous sommes en carence de la loi. La République démocratique du Congo a des lois qui ont été votées au niveau du Parlement, promulguées même par le président de la République, qu'on a même promulguées, qu'on trouve même dans le journal officiel. Mais ces lois souffrent d'application et vous avez trouvé ça comme les lignes de faiblesse dans ces domaines. Ouais. Et vous vous êtes approprié de cette loi pour que vous puissiez vous lancer sur le terrain afin de former tout ce qui entre dans la chaîne pénale. Oui. Ce que nous avons fait, comme vous venez de le dire, nous avons identifié d'abord les faiblesses au travers des analyses que nous avons effectuées. Et par rapport à toutes ces faiblesses, on a donné des solutions. On a essayé d'apporter des solutions ponctuelles à chacun des problèmes. Par rapport à l'ignorance, parce que comme vous avez dit, nous avons l'un des cadres législatifs le plus nanti et le mieux structuré en Afrique centrale. Le mieux structuré. Je vous dis. Mais est-ce que les législateurs, prenons les députés que nous avons, que ce soit nationaux ou provinciaux plutôt, ont déjà pu détecter les mêmes faiblesses que vous avez détectées par rapport à cette matière? Bon, je n'aimerais pas ici entrer sur ce terrain-là, des députés, parce que nous savons que les lois sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont aussi les mandats de faire le suivi. Au niveau du Parlement, voilà. Mais seulement, par moment, nous butons ou nous heurtons à des obstacles qui viennent parfois des personnes qui sont censées avoir voté ces lois au niveau du Parlement. Voilà. Et lorsque vous êtes sur le terrain, ces personnes-là... Ils constituent aussi un obstacle. Un obstacle. Ils vous font obstacle, ils vous font blocage, alors que cette personne-là est députée ou a été députée pendant que cette loi a été votée. Voilà. Donc c'est vraiment un terrain glissant sur lequel je ne voudrais pas qu'on entre, mais seulement c'est quelque chose que nous rencontrons souvent dans la vie pratique, parce que nous ne travaillons pas seulement à Kinshasa, nous allons jusque sur le terrain, où nous appuyons l'ICCN dans la gestion des aires protégées, et par moments nous rencontrons des problèmes comme ceux-là. Donc c'est vraiment un peu compliqué. Et même pour aller plus loin, quand je dis, vous pouvez rencontrer un juge, un magistrat, d'une juridiction supérieure, qui non seulement est ignorant du cadre législatif sur la faune, mais qui n'accepte pas qu'une personne qui a commis une infraction reprise dans la loi soit condamnée à la peine assortie par le législateur à cette infraction-là. Mais quand il fait comme ça, vous êtes aussi juriste aguerri, est-ce que celui qui refuse ou soit qui ne veut pas exécuter la loi comme il faut, est-ce qu'il n'a pas commis aussi lui aussi une infraction? Non, vous savez, le juge sont les seuls organes habilités à interpréter une loi. Et dans cet exercice d'interprétation de la loi elle-même leur a donné une faculté de pouvoir apprécier lorsqu'il faudrait appliquer une peine. Il y a aujourd'hui un principe qu'on appelle le principe de la personnalisation des infractions ou des peines. Aujourd'hui, le juge a un pouvoir d'apprécier les taux de la peine appliquée à un individu en prenant en compte dans cette appréciation certains facteurs qu'on appelle les circonstances atténuantes. Mais seulement, il y a un ouvrage que AWF a produit au travers de ma modeste personne que nous appelons les lignes directrices sur la détermination de la peine des infractions sur la faune. Nous avons essayé d'épingler un problème que nous rencontrons aujourd'hui assez fréquemment, surtout en ce qui concerne les infractions sur la faune lorsqu'elles sont portées devant les cours de tribunaux. Aujourd'hui, vous allez voir un juge, après instruction, il vous sort un jugement. Lorsque vous lisez les motifs du jugement, vous allez lire les dispositifs, vous allez voir que le juge vous dit que la personne a été condamnée. Je vous donne un exemple, l'infraction
de braconnage sur une espèce intégralement protégée est puni par la loi de 2014 d'une peine allant de 1 à 10 ans de servitude pénale. Voilà. Un juge qui dit que la personne sera condamnée à 4 mois de prison avec acceptation de larges circonstances atténuantes. Ah bon? À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais, que dit la loi? Lorsque vous questionnez le code pénal congolais, en ses articles 18 et 19, qui constituent le siège de la matière des circonstances atténuantes, vous allez voir que le législateur dit les juges qui devra retenir les circonstances atténuantes ne devra pas seulement les énumérer, il devra aussi prendre la peine de les commenter et de dire pourquoi il les a retenus. Voilà. Il faudrait d'abord dire en quoi consistent les circonstances atténuantes. Parce que les circonstances atténuantes sont judiciaires et illimitées. Ça, c'est connu. On ne connaît pas d'avance les circonstances atténuantes. C'est le juge qui les apprécie. Mais le législateur a prévu quand même d'autres mécanismes pour... Que celui qui retient les circonstances atténuantes doit d'abord les énumérer et les motiver. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est à quoi on assiste, c'est pas ça. Un juge va vous dire, tel monsieur condamné à 4 mois de prison. Il y a même ceux qui ne retiennent même pas des peines d'emprisonnement. Il vous dit, il est condamné à 600 000 francs congolais avec acceptation de larges circonstances. Et puis c'est fini. Et tout se termine là. Mais là, vous voyez quand même, c'est votre combat qui est en train d'aller en fumée en voyant des décisions pareilles. Bon, nous ne nous lassons pas, puisque le champ est vaste. Nous sommes toujours en train de sensibiliser, conscientiser. Mais une chose positive est que la plupart des juges et des magistrats qui aujourd'hui constituent notre réseau, parce que nous sommes en train d'aller vers la constitution d'un réseau de juges et magistrats spécialistes des questions environnementales, plus précisément des questions phoniques. Lorsque vous regardez ça, je vous donne un exemple. Nous avons connu un cas ici où un des magistrats qui fait partie de notre réseau a été magistrat instructeur du dossier. Voilà. Et lorsque le dossier est arrivé au tribunal, c'est lui qui a suivi. Après jugement au premier degré, la personne a été condamnée à 2 ans de prison. Le magistrat, sachant les régimes répressifs, a sorti à cette infraction parce que le monsieur était arrêté pour détention d'ivoire d'éléphant. Voilà. Et c'était plus de 30 kilos. Qui sont complètement défendus. Espèce intégralement protégée. Le magistrat est allé en appel contre cette décision, estimant que la peine était dérisoire. Malheureusement, il y a ce qu'il y a eu au niveau d'appel. Comme j'ai dit, que c'est aussi un couac, que nous sommes en train de vouloir voir comment contourner cela. Mais seulement, ça nous a conforté dans notre travail, voir que le magistrat instructeur s'était senti lésé par rapport à la peine qui était infligée à l'infracteur au niveau du premier degré. Il est allé à l'appel. Cela signifie que si nous multiplions encore d'efforts, si nous avons 2, 4, 5, 10 magistrats comme ceux-là, et qu'au niveau du siège, nous avons 10, 20 juges qui comprennent ce que veut la loi, ce que sanctionne la loi, plus tard, nous aurons des jugements. Je vous dis, au Kenya, par exemple, il y a des personnes qui sont condamnées à mort. Qui sont condamnées à mort pour la cause de la criminalité phonique. Braconnage. Ah bon? Il y a des jugements qui sont rendus, comme vous allez... Aujourd'hui, en Ouganda, par exemple, il y a une chambre spéciale sur des infractions sur la faune. On ne les amène pas dans n'importe quel tribunal. Il y a des chambres spéciales dans le tribunal de Kampala. Il y a une chambre spéciale réservée uniquement là-bas. Quand vous allez du matin au soir, infraction sur la faune, sur la faune, sur la faune seulement. Est-ce que pour que le combat que vous menez ici au Congo puisse vraiment avoir son vrai sens, il n'est pas nécessaire aussi d'avoir ces sortes de juridictions? Parce que c'est l'analyse aussi de beaucoup de scientifiques. Bon, c'est notre souhait, mais au stade actuel, nous ne pouvons pas aller dans cette voie-là puisque la Constitution a verrouillé la création de juridictions spéciales. Ah bon? C'est pas facile de créer. Non, c'est pas facile. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin, on prend une décision. Quand vous lisez la Constitution, là où on parle de pouvoir judiciaire, vous allez voir qu'il est interdit de créer des juridictions telles. Mais peut-être plus tard, la Constitution c'est une loi fondamentale, on peut un jour arriver à la réviser. Donc pour arriver là, il faut réviser la Constitution. Il faudrait d'abord que la Constitution le permette et peut-être que ce sera le combat aujourd'hui de l'Institut congolais pour la conservation de la nature parce que c'est elle qui est la victime principale de toutes les infractions qui sont portées sur la faune. Peut-être que ce sera un combat que nous allons mener ensemble avec notre partenaire ICCN pour arriver plus tard un jour à avoir des tribunaux comme nous avons aujourd'hui des tribunaux de travail, des tribunaux pour enfants, des tribunaux de commerce. Peut-être que nous aurons un jour des tribunaux environnementaux, qui sait.
Mais c'est notre souhait. Donc c'est déjà une matière, bon, ceux qui font l'analyse pensaient qu'il est facile de créer ces sortes de juridictions. Non, c'est pas. Alors que la matière juridique pose aussi des contours un peu plus compliqués. C'est un peu compliqué. Alors, mais ceux qui vous suivent se posent la question, Maître Cho est encore jeune, mais qui se lance dans la matière de la foule. Alors que Maître Cho pouvait être là avec sa touche, en train de défendre des gens qui ont commis des infractions à la cité, puis se faire, pourquoi pas, un combat dans les dossiers très bien connus, peut-être le détournement de fonds, pour ne citer que ça. Vous avez raison. Je suis avocat, comme vous le dites, depuis bientôt 12 ans. C'est en 2010 que j'ai prêté serment. J'étais dans le couloir du palais tous les jours. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Un jour, quelqu'un m'a montré une photo de 62 éléphants abattus au parc national de la Garamba. 62 éléphants. Empoisonnés d'ailleurs. Waouh! Et dont on a extrait seulement les cornes et puis on les a laissés là-bas. Et cette personne m'a dit, ça te tente de venir travailler dans cette cause? J'ai regardé, je me suis dit, je pense que oui. Je pense que oui, je vais me Rien lancer. qu'en regardant, ça m'a fait de la peine. Voilà. Et lorsque j'ai compris que éliminer du coup 62 éléphants, pour récupérer 62 éléphants, il nous faudrait autant d'années. Puisque beaucoup de gens ne comprennent pas. Les taux de reproduction d'un éléphant, ce n'est pas le même par rapport à toutes les espèces. Même les porcs ou les autres espèces qu'on connaît. Un éléphant peut prendre jusqu'à 15 ans pour se reproduire pour une première fois. 15 ans, une seule fois. Et ne donne pas qu'un seul bébé. Voilà. Et pour donner encore bas, il faudra attendre entre 3 et 5 ans. Et lorsqu'un aventurier s'amène et tue 62 éléphants, il a tué combien d'années d'efforts de la conservation? Donc, comme j'ai dit, le travail est énorme. Aujourd'hui, les braconniers, les trafiquants emploient beaucoup d'argent, utilisent beaucoup de méthodes. Et nous aussi, nous ne devons pas nous lasser. Nous devons aussi multiplier des techniques pour contrecarrer les techniques qu'ils sont en train de développer. J'ai toujours posé cette question pour votre combat ici. Vous ne craignez pas des risques parce que celui qui est braconnier aussi multiplie des stratégies pour attaquer aussi ceux qui les attaquent. Si, les risques sont énormes. Aujourd'hui, par exemple, à AWF, nous n'avons pas d'activité de terrain où nous sommes vraiment au cœur de l'action. Autrefois, j'étais dans une ONG que je citerai ici, Juristral. Nous avons y implémenté un projet avec l'appui d'un partenaire où on traquait les trafiquants dans la cité et on les faisait arrêter avec l'accompagnement d'une unité de police. On travaillait avec le commissariat provincial et la Légion nationale d'intervention. Plusieurs fois, nous avons été menacés physiquement. Ah bon? Une fois, moi, j'ai été joint par téléphone par un général qui était à l'époque chef d'état-major de la force aérienne pour me menacer physiquement. Un général. Un général. Il n'a même pas eu peur de sa position. Ses frères qui étaient trafiquants s'étaient fait arrêter par notre truchement. Et lui, il a eu mon numéro par les canaux de l'inspecteur qui instruisait le dossier. Et il m'a appelé pour me menacer physiquement. C'est pourquoi, très souvent, lorsqu'on faisait des activités, nous ne voulions pas que le nom de notre organisation apparaisse. Souvent, on faisait apparaître la police. Voilà. La police a fait ceci. C'était, en fait, une stratégie pour nous sécuriser. Parce que ces gens-là, quand nous faisons ça, nous leur faisons perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et surtout que c'est lui à qui vous faites... leur activité classée 4e. Voilà. Et quand vous faites perdre de l'argent à quelqu'un comme ça... il ne vous laissera pas. Il va attenter à votre vie. Hein? Maître Cho, je suis maintenant en train de voir votre détermination. Voilà. Votre engagement, votre enthousiasme, votre bonne foi. Je prends toutes les bonnes qualités que vous représentez pour défendre la faune. Mais la faune que vous défendez, surtout particulièrement de la République démocratique du Congo, en commençant par là parce que c'est votre pays, des pères et des mères, alors on constate quand même que
les mêmes pays sur qui vous défendez le droit, les espèces et tout ce qu'il y a, signent un arrêté interministériel. Cet arrêté ne vous met pas des crocs en jambes. Merci beaucoup, M. Serge, pour cette question. Ah, les fameux arrêtés. Les fameux arrêtés interministériels. En fait, je suis, si pas le seul, je suis de ceux-là qui n'ont pas été chamboulés par cet arrêté. On vous dirait que vous êtes complice. En les lisant. Ah bon. Pour plusieurs raisons que je vais évoquer ici. Lorsque vous lisez d'abord cet arrêté, on dit arrêté numéro tel, portant fixation des taux de droits, taxes, redevances à percevoir au bénéfice du ministère de l'Environnement. J'ai été abordé par cette question. Je me souviens, il y a 2 mois, j'étais à Bunia en train de faire une formation des OPJ. Voilà. À qui j'étais en train d'expliquer, de faire une catégorisation des espèces et les peines qui étaient assorties à chacune des espèces, dire qu'il y avait des espèces intégralement et partiellement. Il y a quelqu'un qui vient m'aborder au sortir pour me dire, mais maître, ce que vous dites là, c'est faux. J'ai dit, faux pourquoi? Mais vous savez qu'aujourd'hui, les pangolins n'est plus protégés. Je dis, ah bon? Les pangolins n'est plus protégés. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêté qui a été pris qui aujourd'hui autorise. J'ai dit, ah bon? D'ailleurs, les perroquets n'est plus protégés. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui font une lecture erronée de cet arrêté. Vous savez, en droit, nous avons ce qu'on appelle les sources de droit. Où nous avons, pour notre système juridique, nous avons la loi, la coutume, la jurisprudence et ainsi de suite. Et dans la loi, nous avons ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et des droits. Parce que toutes les lois n'ont pas la même valeur. Nous avons la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les lois, les ordonnances, des décrets. Vous arriverez jusqu'au niveau des arrêtés. Voilà. C'est vraiment une pyramide. Alors, allez-y comprendre que lorsque vous lisez d'abord l'intitulé de cet arrêté, on dit arrêté interministériel portant fixation des taux et droits, taxes, tout ça. Ça ne dit pas arrêté interministériel portant déclassification des espèces. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que les espèces protégées sont classifiées en annexe 1 pour les espèces intégralement totalement protégées, en annexe 2 pour les espèces partiellement protégées et en annexe 3 pour les espèces protégées par rapport à un pays. Déjà, l'arrêté ne parle pas de la déclassification. Donc ça n'a pas touché déjà du côté des classifications. Voilà. En tout cas, ça c'est l'analyse que moi j'ai faite lorsque j'ai lu cet arrêté. Comme juriste alors? Comme juriste. Aujourd'hui, les espèces animales en RDC sont classées, sont protégées par rapport au cadre légal. Au-dessus duquel nous avons la convention CITES. Vous savez une convention internationale. Une convention internationale, parce que vous savez, tout comme moi, peut-être que d'autres ne le savent pas, lorsque vous lisez la Constitution, je passe en son article 215, 215 je pense, on dit que les lois et les conventions ratifiées par la RDC ont, de leur publication, autorité sur les lois du pays. Ah bon? Donc les conventions priment sur... Sauf sur la Constitution. Voilà. Sous les lois du pays, les conventions priment. Alors, vous avez déjà une convention qui classifie les espèces en intégralement, partiellement, protégées et protégées par les pays. Vous pensez qu'un arrêté peut avoir la force de déclassifier, de venir de contredire la convention? Si nous quittons la Constitution, vous lisez la loi de 2014, la loi numéro 14/003 du 11 février 2014. Vous lisez les articles... La loi sur la conservation de la nature. Voilà. Vous lisez les articles 10 et 13. Vous allez voir qu'on dit que les espèces sont protégées des espèces de faune et de flore sauvages dans tous les stades de leur cycle biologique. L'article 13 dit que par rapport à l'article 10, pour les espèces de faune, ce sont les mammifères, les reptiles, les amphibiens et même aussi les invertébrés qui sont menacés d'extinction en RDC. L'article 13 à son alinéa 2 dit qu'il y aura un décret du Premier ministre qui devra
définir la liste des espèces intégralement et partiellement protégées. Même si aujourd'hui ces décrets-là existent. Ces décrets n'existent pas encore. Pourquoi je vais arriver là? Gardez cette question pour moi, M. Serge. Même si cette liste n'existe pas encore, du moment que la loi dit que les espèces de faune sont intégralement protégées, elles le sont. Voilà. Mais parce que déjà la loi le protège, mais ouvre une brèche à une mesure d'application pour que cette liste soit établie. Aujourd'hui, nous utilisons la liste qui a été établie en 2006 par un arrêté, la liste portant agrément de la liste des espèces protégées. J'ai été de ceux qui ont participé au processus d'élaboration des mesures d'application de la loi de 2014. Il y a 23 textes qui ont été identifiés et il y a un partenaire qui avait appuyé l'élaboration de 6 textes d'application. Et parmi lesquels il y avait la liste, les décrets d'application sur la liste des espèces intégralement protégées. Je connais plus ou moins le contenu de ces décrets, même si aujourd'hui ça n'a pas encore été publié pour les raisons que j'ignore peut-être. Vous allez voir que ces décrets dit à un de ces articles que pour éviter que chaque fois que nous soyons amenés à prendre les décrets portant intégralement, on a essayé d'automatiser la mise à jour de la liste des espèces protégées en RDC par la mise à jour de la CITES. Voilà. Dès lors qu'il y a changement au niveau de la CITES, il y a un changement automatique des espèces protégées en RDC. Donc tout se joue au niveau de la CITES. La CITES RDC ou bien la CITES internationale. La CITES au niveau de la convention dont la RDC est partie. Donc par exemple, le thème que nous sommes là, il y a une espèce qui a été découverte dans le parc d'Alomami, les choux là, je crois si ma mémoire me fait confiance. Ouais. Déjà comme c'est une nouvelle espèce, on trouve que c'est... on sent que c'est une espèce à protéger. Déjà, pour votre information, toute espèce endémique est une espèce intégralement protégée. Voilà. Et automatiquement, l'espèce entre dans la liste. Déjà, la RDC doit en faire part au niveau de la CITES pour que la CITES voie comment annexer déjà cette espèce. Voilà. Parce qu'elle est endémique, elle va être annexée directement à l'annexe 1. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Ça, j'étais en train de parler des contours de la loi. Là. Du contour de la loi et du poids qu'a un arrêté, même si cet arrêté, parce que moi je ne suis pas encore arrivé, même si cet arrêté avait pour but de déclassifier les espèces, voilà. Cet arrêté ne pouvait pas le faire par rapport à un principe de droit qu'on appelle le parallélisme de formes et de compétences. Parallélisme de formes et de compétences. Tant que c'est une loi qui a classifié les espèces en espèces intégralement protégées, un arrêté ne peut jamais les faire. Donc pour abroger cette loi, il faut toujours partir d'une autre loi. Il faudrait que ce soit un acte qui lui est similaire. Il faudrait que ce soit une autre loi. Un arrêté n'a pas une force d'une loi. Voilà. Vous comprenez? Et tout arrêté qui est contraire à la loi ne peut pas être appliqué. Donc aujourd'hui, malgré des contradictions qu'on peut sentir sur le terrain, la dose scientifique ou juridique que vous donnez en tant que juriste, c'est d'abord que c'est une loi, c'est un arrêté, nul et sans effet. Voilà. J'aborde la deuxième facette de l'analyse que j'ai faite par rapport à cet arrêté. Ouais. Lorsque vous les lisez, vous allez voir qu'en son article 2, par exemple, l'arrêté dit que cet arrêté s'applique aux espèces de faune et flore sauvages telles que réglementées par la CITES et les lois du pays. Vous comprenez? Oui. L'arrêté fait déjà allusion à la CITES et aux lois du pays. Or, les lois du pays et la CITES auxquelles cet arrêté fait référence considèrent qu'il y a des espèces intégralement protégées et partiellement protégées. Lorsque vous lisez l'article 14 de la loi de 2014, cet article énumère un certain nombre d'actions ou d'actes qu'il ne faudrait jamais poser sur des espèces intégralement protégées. Mais l'arrêté a pris l'angle de ces mêmes espèces qui sont intégralement protégées. Je vous l'accorde. Vous partez maintenant à l'article 4 de cet arrêté, alinéa 1er, qui dit que attendez, je pense que j'ai oublié la formulation, mais l'idée est là, que le droit à percevoir sur les espèces fixées au tableau 2 de cet arrêté. Or, le tableau 2 de cet arrêté parle des espèces intégralement protégées. Il dit que dès lors que la personne, la chasse doit se faire au moyen d'un permis conformément à la législation en vigueur. Or, pour les espèces intégralement protégées, il n'y a pas de permis de chasse.
Vous comprenez là où il y a déjà un couac. Donc vous voyez déjà l'arrêté lui-même s'est mis les bâtons dans les roues. Ah bon? Alors ça c'est une... Vous savez, Maître Joe, il faut aller un peu calmement parce que cet arrêté ici divise le monde de la conservation et les gens se chauffent la tête. Ça ne m'a jamais agité cet arrêté. Oui, c'est comme ça que nous avons voulu vous avoir en tant que juriste aguerri et puis quelqu'un qui pratique la matière pour que vous puissiez donner la lumière sur cette matière. Je vous en prie. Les uns menacent même les autres. Pourquoi on doit bloquer mon arrêté? Et certaines personnes disent que non, il y a des choses à retenir dans cet arrêté, il y a des choses à mettre de côté. Puis, bon, déjà, avec cette précision, on commence à comprendre que cet arrêté apparaît, même si c'est arrivé jusqu'au niveau du journal officiel, c'est presque un simple papier qu'on pouvait, des simples écrits, bon, je peux s'inspirer pour peut-être faire la sensibilisation. Je vous donne un exemple. Il existe deux types de permis de chasse. Il y a ce qu'on appelle les permis ordinaires et les permis spéciaux. Voilà. Pour les permis spéciaux, nous n'avons que 3 permis de chasse. Les permis scientifiques, le permis administratif et les permis de capture commerciale. Voilà. Alors, pour une espèce intégralement protégée, par exemple, il n'y a aucun permis ordinaire qui peut être délivré. Voilà. Parce que parmi les permis ordinaires, nous avons les permis sportifs des petites chasses, permis sportifs des grandes chasses, les petits permis de tourisme, les grands permis de tourisme, les permis collectifs et les permis rural. Voilà. Ce sont les permis ordinaires. Pour ces espèces, pour ce type de permis, on ne les donne jamais pour les espèces et partiellement et intégralement protégées. Ah bon? Seulement les permis de grand tourisme où on peut avoir il peut être délivré pour une espèce partiellement protégée, mais dans le domaine des chasses. Parce que c'est un permis qui est délivré par les régisseurs ou par les conservateurs. Ça ne peut que se faire dans le domaine des chasses. Dans le domaine des chasses. Mais quand vous revenez sur l'arrêté n'a pas précisé les zones de détention de ces espèces. Moi, je suis en train de parler parce que pour les espèces intégralement protégées, on ne peut délivrer les permis que pour 2 cas. Et ces 2 cas, ce sont des permis spéciaux. Les permis scientifiques. Voilà. Et il faudrait pour faire des études. Voilà. Donc, c'est assorti à une condition. C'est attribué à une institution scientifique, un établissement scientifique approuvé, et pour l'objectif duquel la demande a été faite et pour une étude visée. Voilà. En dehors du permis scientifique, on ne peut délivrer un permis pour une espèce intégralement protégée que pour un permis administratif. Voilà. Et vous savez dans quel cas on délivre le permis administratif? Non. C'est en cas de refoulement. En cas de refoulement. Quand il y a une espèce de faune qui constitue une menace pour la population, c'est en ce moment-là qu'on peut délivrer un permis administratif qui a une validité de 3 mois. Validité de 3 mois, ça ne peut pas dépasser 3 mois. Non, au-delà de 3 mois, on doit chercher à avoir un autre permis. Donc juste pour maîtriser l'espèce, ça fait qu'il ne puisse pas causer de danger. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'exemple qu'on avait donné, il y avait un éléphant Yamado par exemple. Oui. Lorsque l'espèce commence à constituer une menace pour la population, là, les services habilités délivrent un permis administratif pour abattre cette espèce. Et ce permis doit préciser le nombre des chasseurs et puis la destination de l'espèce après l'avoir battue. Donc quand déjà l'arrêté dit que les droits à percevoir pour une espèce intégralement protégée après que les détenteurs aient d'abord chassé en vertu d'un permis. Il n'existe pas de permis pour une espèce intégralement protégée. Ça n'existe pas. Mais comment on peut élaborer un acte interministériel comme ça, où on suppose avoir des juristes dans les cabinets, mais qui sortent avec des... Vous appelez ça comment? Les bourdes de la loi ou les macrocéphales de la loi? Je ne sais pas. Vous allez à son alinéa 2, il parle d'espèces partiellement protégées et machin. On dit que ne peuvent être accordés qu'après que le titulaire ait un permis de chasse ou un certificat d'origine. Avez-vous déjà vu quelqu'un chasser avec un certificat d'origine? Les certificats d'origine, ça existe aussi. Le certificat d'origine, c'est un document qu'on donne à un détenteur d'un permis de capture commerciale, par exemple. Lorsque la personne a abattu des espèces, il faudrait que cette personne les fasse enregistrer. Et quand la personne les fait enregistrer, on lui délivre un certificat d'origine. Ah bon? Et on donne aussi le certificat d'origine en cas d'un permis scientifique. En cas d'un permis scientifique. Il n'y a que pour ces 2 permis qu'on délivre un certificat d'origine. Le permis de capture commerciale, parce que le permis de capture commerciale permet de chasser des espèces partiellement protégées. Et les permis scientifiques permettent de chasser les espèces partiellement et intégralement protégées. Vous allez comprendre que moi je dis que l'arrêté lui-même s'est mis les bâtons dans les roues parce qu'il a d'abord renvoyé la personne à la législation sur la chasse. Or,
pour les espèces pour lesquelles l'arrêté espère percevoir des droits, il n'existe pas de permis de chasse. Mais l'arrêté, quand il prenait ces articles-là en renvoyant vers la loi, il ne se référait pas à un article de la loi qui donne une brèche pour qu'il se lance dans des cadres. En tout cas, je ne connais pas cet article. Je vous ai dit que les permis étaient des désordres, permis ordinaires. Pour tous les permis ordinaires, seulement à l'exclusion du grand permis tourisme, où on peut chasser une espèce partiellement protégée. Pour tous les autres permis ordinaires, on ne chasse que les animaux non protégés. Ah bon? Et pour les permis spéciaux, on ne chasse que les espèces intégralement protégées que pour les permis scientifiques et pour les permis administratifs. Pour les permis de capture commerciale, seulement les espèces partiellement protégées. Donc, il n'existe pas de permis pour les espèces intégralement protégées. Alors, juridiquement, qu'est-ce qu'on devait faire de cet arrêté? Juridiquement, on devrait le considérer comme mort d'avance. Moi, je dis que c'est un arrêté mort-né. Mort-né. Pour moi, c'est un arrêté mort-né parce que je ne vois pas quelqu'un aller chasser une espèce intégralement protégée et venir payer une taxe pour le faire. Comment on va délivrer un permis alors que, je vous donne un exemple, l'administration du territoire, on lui dit que vous allez délivrer par exemple un permis sportif de petite chasse. Et il voit la personne demander un permis sportif de petite chasse pour aller chasser un éléphant. Alors qu'il lui dit que pour les permis de petite chasse, on ne les délivre que pour une espèce non protégée. Comment est-ce qu'il va les délivrer? Et puis les permis sont délivrés au niveau de la CITES. Non, il y a aussi une confusion qui s'est arrêtée créée. Quand vous lisez, je pense, son article 5, il dit que les demandes de permis d'importation, d'exportation sont adressées au niveau de la direction. Il n'y a que l'organe des gens qui délivre les permis d'importation. Parce que les permis d'importation et d'exportation le sont en fonction de la convention CITES. Et la convention CITES, aujourd'hui, son application, l'organe des gens CITES en RD, c'est l'ICCN. Il n'y a que l'organe des gens qui délivre, c'est lui qui est l'autorité administrative de la convention. C'est lui qui délivre les permis. Les ministères ne délivrent pas des permis d'importation, ne délivrent pas des permis d'exportation. Mais alors l'arrêté renvoie au niveau du ministère. Non, et ça, ce n'était pas une politique pour permettre à ce que les morts-nés, qui est l'arrêté que vous qualifiez, puissent fonctionner. Parce que si on sait qu'on contourne la convention CITES ou la CITES RDC, on aura la possibilité que cet arrêté puisse vivre, ne fût-ce que pour un laps de temps, et puis tirer profit de cet arrêté. Vous savez que jusqu'en 2017, jusqu'au 30 août 2017, la CITES était gérée par le ministère de l'Environnement au travers de sa direction de la conservation de la nature. Et depuis le 31 août 2017, il y a eu un arrêté portant transfert de l'organe de gestion vers l'ICCN, du ministère vers l'ICCN. Et aujourd'hui, il y a, parmi les 6 textes prioritaires que je vous ai tout à l'heure identifiés, il y a aussi un décret portant organisation et fonctionnement de la CITES qui reprend à peu près les mêmes dispositions qui sont dans l'arrêté de 2017 que je venais tout à l'heure de citer. Et c'est là où on organise le fonctionnement de la CITES. C'est là où on organise la procédure d'attribution des permis CITES. Et là, il y a déjà une législation spéciale sur la CITES qui donne la procédure pour obtenir un permis. Et vous allez voir, il y a un autre arrêté qui dit qu'il faudrait que la demande soit adressée au ministère, qui de surcroît n'est même pas organe de gestion. L'organe de gestion CITES, c'est l'ICCN. Et c'est vers l'ICCN comme en tant qu'organe de gestion que l'on peut adresser une demande de permis d'importation, d'exportation selon les cas. Alors, maître, ici, comme on parle, c'est une matière aussi qui concerne la République. Comme c'est la République, vous, en tant que spécialiste en la matière, vous avez le devoir, par le patriotisme, d'aider aussi les décideurs qui ne puissent pas commettre ces mêmes fautes dans les jours à venir. Qui analyse, lorsqu'il y a un arrêté signé, est-ce qu'il y a une commission qui est chargée de l'applicabilité d'un arrêté par rapport à l'esprit de la loi, donc par rapport à leur cohérence avec la loi? Bon, je sortirai peut-être un peu de mes gants pour dire que c'était un arrêté fictif, puisque vous savez tout comme moi que cet arrêté, nous ne l'avons su que lorsque les personnes qui l'ont signé ont quitté le pouvoir.
Donc un arrêté qui a été caché. Dans les tiroirs. Pourquoi? Pour quelle fin? Et par rapport à une commission d'applicabilité, un arrêté est exécuté par les personnes en faveur de qui l'arrêté est pris. Ça devrait être le ministère de l'Environnement qui devait se charger de l'applicabilité de cet arrêté. Voilà. Parce que l'arrêté le porte. Donc la cellule juridique devrait s'en charger pour analyser. Voilà. Mais comme je vous ai dit que l'arrêté lui-même s'est mis les bâtons dans les roues et moi je vous dis que cet arrêté ne pourra pas être bien appliqué par rapport aux difficultés que je viens d'énumérer. Voilà. Parce que quand l'arrêté renvoie, et là où on vous renvoie, on vous ferme la porte, avant de revenir, comment vous allez revenir? Mais bredouille. C'est ça. Mais on constate, maître, que cet arrêté a fait aussi ses effets parce que quand vous arrivez jusqu'au fin fond, que les OPJ vous apportent ce sort d'informations, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la connaissance scientifique du droit ont dénaturé ou soit ont opté cette information et puis... malheureusement, ce n'était pas un OPJ, c'était une praticienne de droit. Une praticienne. Voilà, maintenant, ça veut dire que l'information est entrée dans plusieurs juridictions. À qui j'avais gentiment invité de débattre sur ce sujet. Voilà. Mais qui malheureusement, je ne sais pas pourquoi, n'avait pas voulu. Parce que je venais de sortir d'un atelier, je lui ai carrément dit que je préférerais qu'on approfondisse ce sujet parce que je travaille dans ce domaine. Voilà. Si aujourd'hui je continue d'insister que les espèces sont intégralement protégées, c'est parce qu'elles le sont toujours. Voilà. Et ce n'est pas l'arrêté qui a été signé portant par ailleurs fixation de droit qui pourra déclassifier les espèces qui jusqu'à ce jour restent classées en annexe 1, 2 et 3 en République démocratique du Congo. Très bien. Maître Joe, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission, mais nous sommes restés dans nos soifs d'apprendre encore beaucoup de choses. Je pense que ce n'est pas une dernière fois, mais un message à lancer par rapport à tout ce que nous venons d'aborder comme matière. Merci beaucoup, M. Serge. Ça a été pour moi un réel honneur d'être reçu dans votre émission. Comme vous avez dit, c'est peut-être une première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Parce que mon organisation AWF veut s'implanter, veut se proclamer, se veut aujourd'hui une organisation qui veut prendre le lead dans tout ce qui regarde l'application de la loi sur la faune et par conséquent la lutte contre toutes les formes de la criminalité faunique. Nous allons nous rencontrer à l'occasion des activités que nous allons encore implémenter. Et sachez juste que ce combat n'est pas un combat facile. Les braconniers et les trafiquants, comme j'ai dit, mettent beaucoup de moyens, investissent beaucoup d'énergie, investissent beaucoup d'intellect. Aujourd'hui, je vous donne par exemple un exemple. Dans mon organisation, nous avons déjà mis en place un département, un sous-département qui est consacré uniquement aux enquêtes cybercriminelles. Aujourd'hui, le trafic illicite se fait dans les réseaux sociaux. Ah bon? La sphère de la commission des informations sur la faune a quitté le physique. Voilà, maintenant c'est en ligne. Elle est devenue virtuelle. Et je peux vous citer quelques applications aujourd'hui. Lorsque vous y entrez, vous n'allez voir que les échanges autour du trafic illicite. Nous avons ces données-là parce que nous travaillons déjà sur ces données-là. Nous avons tout un département qui est chargé des enquêtes cybercriminelles sur la faune. Donc, nous sommes en train, comme je vous ai dit, aussi, tant que les trafiquants, les criminels, parce qu'aujourd'hui, la criminalité faunique, c'est un crime organisé, selon la définition donnée par les Nations Unies. Aujourd'hui, la criminalité faunique, c'est un crime organisé. Tant que ces criminels organisés prendront toujours des initiatives, nous aussi, nous allons toujours prendre des initiatives pour essayer de les contrecarrer. Et nous avons besoin de l'appui de tous, du gouvernement, surtout de nos juges, parce que l'impunité aussi constitue une cause d'augmentation et de recrudescence de la criminalité faunique. Nous disons merci, Maître Joe. Merci à vous, M. Serge. Vous avez compris que c'est la fin de notre émission Grand Angle Environnemental qui a voulu aborder cette question de trafic international des espèces de la faune. Vous avez compris vous-même, je ne saurais pas faire les commentaires au-dessus de quelqu'un qui a analysé la situation avec une dose de la science bien prouvée et surtout avec un esprit de la justice et puis surtout juridique, une dose juridique qui a été à la hauteur, tout en nous révélant certaines choses, peut-être certaines informations que nous
nous étions ignorants, mais aujourd'hui, nous savons bien que cette information ou ces informations ont été bien analysées. C'est comme ça que j'ai dit toujours, il y a des gens qui travaillent en République du Congo, il y a des bosseurs, il y a aussi des jeunes, des têtes qu'on peut compter sur le domaine de l'environnement et la justice, soit les droits de l'environnement, a besoin des jeunes comme Maître Djoka Songo, qui est venu de découvrir une première fois dans notre émission Grand Angle Environnemental, mais nous prenons rendez-vous prochainement. Je pense qu'il pourra nous parler même de cette criminalité phonique avec ces réseaux qu'on trouve en ligne. Je pense que les cybercriminalités, on en parlera encore prochainement, mais je pense que vous êtes satisfait. Si vous avez bien aimé, dites merci à Gino Selemani, à Rodrigue Bonda, Jobasaï, Sédik Lissumbu pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes à la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Au revoir. Grand Angle Environnemental.